giovanotti in cerca di scambiare, a volti patrioti valori a cristà, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Bien, nous allons donc commencer cette conférence. Donc, alors, merci à Olivier Jacques d'abord, merci au CCU, à sa direction, au professeur Guérard, directeur du laboratoire LISA, et bien sûr aux étudiantes et aux étudiants et aux autres membres de l'auditoire. Alors, donc, il s'agit aujourd'hui d'une conférence sur une question qui a peu été traitée, hein, donc, notamment dans notre université, hein, qui est la période de l'épuration en Corse, hein, donc la période qui a suivi immédiatement la Deuxième Guerre mondiale. Peu de travaux ont été faits. Il y a effectivement, hein, donc un certain nombre de pages que l'on peut lire, notamment dans le Mémorial des Corses et dans d'autres ouvrages, mais c'est la première fois qu'une étude globale, scientifique, méthodique et je crois pouvoir le dire de grande qualité est faite sur cette période, hein, sombre bien entendu, hein, puisqu'on parle de l'épuration, donc on parle des conséquences de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'effet de collaboration, parfois réel, parfois supposé, donc, et la répression qui a suivi dans des conditions qui étaient évidemment très particulières, notamment s'agissant de la justice qui a été rendue, qui parfois peut ne pas avoir été rendue selon les standards qui sont aujourd'hui les nôtres, hein. C'était une période particulière. Donc une période particulière qui a été traitée par Olivier Jacques dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue à l'université de Caen. J'ai eu l'honneur personnellement de faire partie du jury de thèse et je peux vous dire que cette thèse est d'une grande qualité scientifique et je crois que le fait de la prolonger à travers une conférence du CCU, mais sans doute à travers une publication et puis sans doute d'autres travaux universitaires, je crois que c'est véritablement une bonne chose. Encore une fois, ce sujet n'avait pas été traité de cette manière jusqu'à présent et je crois que c'est un travail qui a été fait de manière extrêmement précise et aussi en évitant de surfer sur des polémiques passées ou à venir. C'est vraiment un travail sérieux qui n'a pas vocation ni à remuer un certain nombre de choses douloureuses, mais simplement à faire le point sur ce qui s'est réellement passé en Corse. Voilà, donc ceux qui sont friands de révélations sur les uns et les autres, sur les familles, seront déçus parce que ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Il s'agit vraiment de travailler sur ce qui s'est passé et non pas de mettre en cause des personnes qui aujourd'hui de toute façon ne sont plus là. Voilà, donc je vais laisser la parole immédiatement donc, à Olivier Jacques, hein, pour cette conférence et je renouvelle donc mes remerciements à Olivier Jacques, à la direction du CCU et à l'ensemble de l'auditoire. Merci. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Talamogne. Alors, merci pour ces mots d'introduction et d'encouragement pour cette conférence. Merci à nouveau d'avoir accepté de faire partie du jury de thèse. C'était important pour moi à double titre, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'une démarche scientifique, on l'a dit, mais il s'agissait également d'avoir un œil éclairé et superviseur sur ce que je présentais dans le cadre d'une étude régionale, puisqu'en fait, c'est une étude régionale, une étude historique régionale. Et donc, voilà ce qui pose le contexte du jury de cette thèse, qui a été faite à Caen, donc on le répète, au sein du laboratoire CNRS Histoire, Territoire et Mémoire. C'est un laboratoire qui est très attaché à l'étude d'une part quantitative,
d'autre part attaché au terroir. Donc merci à la CCU de me permettre cette conférence. Ça me paraissait très important de prolonger cette étude écrite par une présentation dans le territoire et une présentation notamment auprès d'étudiants pour bien montrer l'intérêt du sujet au-delà de ce qu'on peut penser, percevoir, c'est-à-dire l'effet buzz, puisqu'en fait, de buzz, il n'y en a pas. Le but étant de réinscrire cette partie d'histoire au sein de la grande histoire, puisque l'étude historique, c'est l'étude des sources, c'est l'étude des faits, et c'est rétablir une vérité historique au sein d'une mémoire qui, parfois, peut avoir tendance à déformer les faits, volontairement ou non, au gré des époques. Et donc là, on se place bien sur le champ historique, sur le champ scientifique. Toute recherche en histoire suppose l'exploitation de sources. Ces sources, elles peuvent être écrites, elles le sont majoritairement. Ça peut être également des sources orales, ça peut être des sources d'autres natures, comme par exemple des graffitis, des tracts, de la presse écrite, des témoignages oraux. En histoire, toute source est digne d'intérêt et permet de construire le raisonnement. Donc, je voudrais revenir au préalable. Alors, pour cadrer l'exercice, je vais vous parler pendant 1 heure. Donc, je vais vous présenter le sujet et à l'issue, je répondrai volontiers à quelques questions si vous en avez. Je vais essayer de dérouler mon raisonnement. Le raisonnement, c'est celui qui fait partie de la thèse. Vous verrez, c'est 3 parties qui structurent la réflexion et on en parlera un peu plus tard. Le contexte global, très important d'y revenir puisque aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre 2023 et on se place très exactement 80 ans après la libération de la Corse, puisque le 4 octobre 1943, c'est la fin de l'occupation du territoire. Alors, la fin de l'occupation du territoire par l'occupant italien, elle était actée à partir du 8 septembre 1943, même si les Italiens demeurent sur le territoire. Mais la fin de la présence allemande et finalement la reprise du territoire sur les troupes allemandes, c'est le 4 octobre 1943 et donc on est 80 ans aujourd'hui après cette libération de la Corse. C'est un événement majeur. C'est le premier morceau libéré de la France. Le général de Gaulle, lorsqu'il fait sa tournée du 5 au 8 octobre 1943, d'abord à Bastia, ensuite à Ajaccio. À Ajaccio, le 8 octobre, il fait un discours et il salue la Corse comme étant le premier morceau libéré de la France, premier département libéré de France, avant la libération continentale qui aura lieu l'année suivante. Alors c'est une libération qui, et aujourd'hui c'est très largement admis, cette libération a été faite par les Corses eux-mêmes. C'est une insurrection patriotique qui a eu lieu à l'initiative des Corses et des mouvements de la résistance corse, unis à partir de 1943 autour du Front National. Et cette libération de la Corse par les Corses eux-mêmes sous forme insurrectionnelle, et elle s'est saluée par la presse internationale, il faut toutefois la recadrer et dire que, certes, c'est bien les Corses qui se sont libérés, mais évidemment, et on le verra sur le territoire, avec l'appui des forces armées de la France libre qui vont venir sur l'île à partir du 13 septembre avec le sous-marin Casabianca et 109 soldats du bataillon de choc, et puis après d'autres troupes qui vont arriver. Et puis le retournement, et c'est un fait très important, le retournement des troupes italiennes à partir de l'armistice révélé le 8 septembre 1943. Et on a un certain nombre de soldats italiens qui vont se retourner et rejoindre la libération de la Corse, parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les 80 000 soldats italiens qui étaient en Corse, eh bien, il y en a une bonne partie qui n'étaient pas du tout des fascistes. On avait même également bon nombre de militants communistes qui faisaient partie de l'armée italienne. C'était des recrues. Donc on a un certain nombre de soldats italiens qui vont se joindre au mouvement. Et c'est donc, d'une part, les patriotes corses, 12 000, c'est pas rien, 12 000 patriotes corses sur l'ensemble du territoire, structurés autour du Front National, avec des réseaux
qui sont partout sur le territoire selon l'organisation administrative du territoire, commune, arrondissement, canton. Donc ces 12 000 patriotes vont libérer le territoire. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est-à-dire qu'à partir du 9 septembre, on a cette insurrection qui se déclenche et qui va provoquer ce que l'on va étudier par la suite. Alors, au-delà de ce 4 octobre 1943, eh bien, je vais vous passer à l'écran une petite diapo qui montre le cheminement chronologique de ces dates. Donc 4 octobre, libération de la Corse. 17 mars 48, c'est intéressant. 17 mars 48, 5 ans plus tard, c'est le dernier verdict de l'épuration en Corse. Alors, ce dernier verdict, 17 mars 48, très tardif, reconnaît la culpabilité d'une femme qui est condamnée à 4 mois d'emprisonnement et 10 ans de dégradation nationale pour crime d'indignité nationale, et je vous dirai après ce que ça veut dire. Et enfin, autre date importante, 6 août 53, c'est la dernière loi d'amnistie, il y en a eu 3. La précédente, c'était 51. 6 août 53, 10 ans après la libération de l'île, la toute dernière loi d'amnistie qui passe l'éponge, en gros. Hein. C'est un peu ça. On passe l'éponge sur la collaboration et les procès. Alors, voilà, moi, ce que je voulais vous suggérer, c'était ces 2 photos. Les 2 photos qui sont à l'écran posent question. C'est-à-dire, elles interpellent parce que celle de gauche, on l'a parfaitement tous dans les familles en mémoire. C'est l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 à Ajaccio devant la préfecture de Corse. On a une ambulance sur laquelle on a notamment Maurice Choury, représentant communiste du Front National, enfin l'un des représentants. On a donc des patriotes entourés d'une nièce populaire et on a un mouvement insurrectionnel qui se profile devant la préfecture. C'est finalement la première journée de la libération de la Corse, la première journée de libération du territoire insulaire. Tout le monde l'a en mémoire. En revanche, à droite, vous avez une photo qui est très peu connue et c'est une photo qui a été également prise en Corse, à proximité de l'aérodrome d'Ajaccio. C'est ce que moi j'ai appelé les tondus de Pichâtel, mais je n'ai rien inventé puisqu'en fait j'ai repris le travail, qui est un fort beau travail, qui a été réalisé par Paul Philippi dans un documentaire qu'il a appelé par un après-midi d'octobre, et qui montre une femme à qui on est en train de couper les cheveux, et c'est finalement la représentation d'une femme tondue en Corse. Alors, ce cliché fait partie d'une série de clichés, et en réalité, il y a 14 clichés qui ont été pris, 7 pour l'article du numéro de Life du 17 juillet 1944. C'est un magazine américain qui sort à l'été 1944, qui relate l'épisode. Et moi, j'avais envie de vous présenter ces 2 photos pour dire pourquoi est-ce qu'on a retenu l'une et pas l'autre. Alors vous me direz, c'est facile. Celle de droite est polémique, et en tout cas elle ne fait pas plaisir parce que c'est un épisode sombre de l'histoire insulaire, et c'est un épisode sombre qui renvoie à toutes les tontes de femmes qui vont avoir lieu sur le continent de la France continentale en fait. Hein. Il va y avoir jusqu'à 20 000 femmes tondues partout sur le territoire national, et donc ici aussi ça s'est passé. Ces photos sont les seules photos connues, en tout cas qui circulent dans les archives, sur des femmes tondues en Corse, et ça interpelle. Alors ça interpelle parce qu'on a bien là l'identification d'un morceau d'histoire oublié, d'un morceau d'histoire effacé, et je reviens sur mon idée qui était de dire on va construire une démarche historique pour remettre tous les faits dans la grande histoire et essayer de recoller les traces d'ombre, en tout cas les parties d'ombre qui peuvent persister dans l'inconscient collectif. Alors, ma recherche, je l'ai faite en fait avec cette idée-là de réécrire, ou en tout cas d'écrire l'histoire d'une période oubliée dans la mémoire collective insulaire. Alors, il se trouve qu'en fait, j'avais fait un petit sondage sur un réseau social corse, et j'avais posé quelques questions, en fait, c'était ouvert, hein, les gens ont répondu ou n'ont pas répondu. Première, il y a d'abord le fait que c'est un sujet qui intéresse pas forcément grand monde. La deuxième explication au fait qu'il y ait eu peu de participation, eh bien, c'est que c'est une histoire qui est quand même taboue et on n'a pas franchement envie d'en parler. Et la troisième explication aux réponses que j'ai obtenues,
obtenue, ou en tout cas la troisième révélation, c'est qu'en fait on avait oublié les choses et des femmes tondues, en fait, à part les anciens, c'est pas quelque chose que l'on sait. Mais au-delà même, le sujet de l'épuration, en fait, ça parle pas vraiment dans la population. On sait qu'il y a eu les collaborateurs à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a essayé de les punir, mais au-delà, on va dire que c'est une partie de l'histoire qui a tendance à être oubliée, qu'on a mis de côté. Alors une problématique spécifique à la Corse, parce que les statistiques le suggèrent, et vous allez voir, le laboratoire dans lequel je travaille en tant que chercheur associé eh bien, fait de l'histoire quantitative, et en tant que méthode historique, eh bien, on reconstitue les faits avec des chiffres, et on va s'apercevoir de choses pour la Corse, on verra un petit peu plus loin. Alors, pour faire ce travail, je vous disais, le travail historique, c'est un travail d'archives. Donc, pour faire ce travail, il a fallu aller à la recherche d'archives historiques dans les archives départementales d'une part, du 2A, du 2B, les archives nationales d'autre part, le site de Pierrefitte-sur-Seine dans le 92, le centre des archives économiques et financières de Savigny-le-Temple, ce sont les archives du ministère des Finances, des fonds privés, et puis je rajouterai le service historique de la Défense, au sein duquel j'ai pu travailler sur les mouvements de résistance pour aller voir comment étaient structurés les réseaux. La méthode de recherche implique deux angles qui sont l'approche macro et l'approche micro. C'est pour ça que j'ai appelé la thèse « Traits et portraits d'épurés ». Les traits, ce sont les graphiques, ce sont les chiffres. En fait, ces traits, ils parlent. Et ensuite, les portraits d'épurés, eh bien, j'ai travaillé à partir d'une batterie de biographies, finalement. Je suis allé piocher dans les archives des procès de l'épuration pour voir quels avaient été ces hommes et ces femmes que l'on avait inquiétés pour des faits avérés, supposés ou à tort mise en scène, alors même que ces personnes-là ont été acquittées à l'issue de leur procès. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a eu des procès de l'épuration que tout le monde a été jugé coupable et a été puni. Il y a une bonne partie des procès de l'épuration qui débouchent sur des acquittements, en fait, des gens qui ont été inquiétés à tort. Alors, pour parler de chiffres, je vais vous poser quand même la situation. Donc, c'est la première partie, en fait. C'est l'épuration d'une Corse en blanc, un morceau de France épargné. C'est-à-dire que si je veux parler d'histoire quantitative et de faits et de chiffres, je suis obligé de revenir à la notion générale d'épuration sur le territoire. Alors d'abord, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous, parce qu'on vulgarise le terme d'épuration, mais l'épuration, c'est un mot qui a un sens. C'est-à-dire que épuration, c'est tout de suite quelque chose qui évoque pas forcément quelque chose de très propre. En fait, ça renvoie à, vous prenez le dictionnaire, épurer, quelque part, c'est nettoyer. On va nettoyer le corps social, c'est une volonté nationale, on va nettoyer le corps social d'une partie de la population qui est jugée indigne. Elle est jugée indigne par son comportement. Elle a eu un comportement indigne de faire partie du corps social, ou en tout cas d'y demeurer. Et c'est ce qui va aboutir plus tard à l'identification du crime d'indignité nationale. C'est un crime de lèse-république, c'est-à-dire que les agissements sont répréhensibles de telle sorte que l'on soit puni de dégradation nationale et on perd finalement le statut de citoyen. On va perdre son droit de vote, ses droits civiques. C'est énorme, c'est ce qu'on peut qualifier de mort civique au sein de notre société. Donc c'est un crime dont on reparlera plus tard lorsqu'on qualifiera les juridictions de l'épuration. D'abord, je vais vous parler de chiffres. Donc, au niveau national, l'historiographie sur l'épuration a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'en France, dès la Libération, Adrien Tixier, devant l'Assemblée nationale, dit « En Corse, à la Libération, il y a eu 100 000 morts ». Et ces 100 000 morts qui sont dus aux exécutions sommaires et à l'épuration. Alors c'est un chiffre qui va être retenu dans la mémoire collective comme étant un nettoyage, entre guillemets, de grande ampleur. Et c'est ce qui va susciter dans l'historiographie nationale le fait que l'on entretienne l'idée d'une épuration sauvage. C'est un terme qui a été galvaudé, utilisé par un historien qui s'appelle Bourdrel. Et en réalité, ça n'est pas le résultat d'une recherche scientifique. Parce qu'il n'y a pas eu 100 000 morts. Il y a eu beaucoup de gens inquiétés, 300 000 dossiers ouverts,
300 000 dossiers de familles, donc 300 000 potentielles familles inquiétées. Donc ça peut doubler, tripler le nombre de personnes finalement touchées par l'épuration. Et on peut dire que l'épuration, c'est un sujet sociétal qui touche beaucoup de gens en France à la Libération, et donc potentiellement beaucoup de gens en Corse. Donc, ce chiffre de 100 000, il n'existe pas, il n'a jamais été prouvé. Et en réalité, les recherches historiques après-guerre ont montré qu'on aboutit finalement, bon gré mal gré, à autour de 10 000 morts. Bon, on n'est plus à 100 000, on est à 10 000. Et parmi les 10 000 morts, on a à peu près 1500 exécutions qui ont été faites suite à décision de justice. Et ces 1500 exécutions au niveau national, elles se répartissent à peu près pour 50-50 entre le résultat des jugements des cours martiales et 50%, ce sont les jugements des juridictions d'exception. Le reste, c'est des exécutions sommaires. Ça veut dire, c'est la justice au coin du bois. Ce sont des personnes qui ont été assassinées en général par des mouvements de la résistance et c'est le résultat, en général, pas toujours, de l'engagement dont ils ont fait preuve bien, au sein des mouvements de collaboration. Alors là aussi, faut faire attention à tout ce que l'on peut dire parce que tout ça, c'est pas sourcé et donc c'est une interprétation, mais en tout cas, on estime aujourd'hui, l'historiographie a retenu comme probable environ 10 000 morts, dont 1500 issus donc de jugements, soit de cour martiale, soit de juridictions d'exception. Alors, les juridictions d'exception, pour vous en toucher un mot, en fait, ce sont des juridictions, bon, vous connaissez tous la cour d'assises, la cour d'appel, le tribunal administratif. Eh bien, les juridictions de l'épuration, ce sont des juridictions qu'on crée ex nihilo, c'est-à-dire elles n'existent pas avant l'épuration et tout à coup elles apparaissent. Nous avons, pendant la période clandestine, le comité général d'études. Alors on a des historiens, des juristes qui font partie du comité général d'études. Parmi les juristes de la France libre, on a René Cassin, qui sera prix Nobel, mais qui est un éminent juriste. Et les juristes de la France libre vont imaginer une structure juridique d'exception autour d'un triptyque qui est la Haute Cour de justice, dans laquelle on va juger tous ceux jugés responsables, ou en tout cas estimés responsables au sein du gouvernement de Vichy de la politique de collaboration. Et ensuite, on a deux autres instances qui se créent partout sur le territoire. C'est la Cour de justice et la Chambre civique. La Cour de justice, c'est une instance qui va permettre de juger les gens et éventuellement de les condamner à la peine de mort avec exécution. Ce sont les faits les plus graves qui sont jugés dans cette cour et qui aboutissent ou non à des exécutions. C'est ce dont j'ai parlé juste avant. Et ensuite, la Chambre civique, c'est une juridiction d'exception qui est inventée pour juger les collaborateurs qui ne sont pas répréhensibles du point de vue pénal. Alors c'est très original, et c'est ce que Alain Banco a finalement restitué en justice politique. C'est-à-dire qu'en fait, on va juger les engagements moraux ou politiques de collaborateurs qui n'ont pas forcément fait quelque chose de grave sur le plan pénal, mais qui ont eu un comportement indigne, et ça va aboutir à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, la dégradation nationale et la perte des droits civiques pour un certain temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, à vie. Et on a vu tout à l'heure, il y a des lois d'amnistie qui viendront après. Alors en Corse, dans tout ça, eh bien, en Corse, si on fait un focus sur le nombre, le chiffre, eh bien, on s'aperçoit, et en réalité, les statistiques du ministère de la Justice révèlent quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'on a 27... alors, les cours de justice et les chambres civiques, elles sont rattachées aux cours d'appel. Les ressorts territoriaux de cours d'appel à la Libération, on en a 27. Et Bastia, c'est une cour d'appel. C'était déjà une cour d'appel avant-guerre. Eh bien, si on étudie l'impact de ces juridictions d'exception, le nombre de procès pour 1000 habitants, eh bien, on s'aperçoit qu'en Corse, c'est le 27e ressort territorial national. C'est-à-dire on a très peu de procès qui ont été ouverts en Corse. Pour 1000 habitants, c'est le dernier ressort. Et les verdicts de culpabilité pour 1000 habitants, on s'aperçoit que là aussi en Corse, finalement, l'impact judiciaire des procès de l'épuration,
sont bien moindres que le niveau national et que tous les autres ressorts territoriaux. Ça semble vouloir indiquer qu'en fait, en Corse, eh bien, les juridictions d'exception n'ont pas eu une intensité très importante à la libération. Mais il faut se garder d'en conclure qu'il n'y a pas eu d'épuration ou qu'il n'y a pas eu de coupable. Là, ce sont simplement des chiffres qui révèlent une activité mesurée, voire moindre. Alors, j'ai voulu étudier, c'est simple, la série 327W des archives. La série 327W aux archives départementales, elle est très spécifique puisqu'en fait, c'est la série de la Cour de justice. En fait, c'est les archives judiciaires. Au sein de la série W aux archives, ce sont les archives préfectorales postérieures à 1940. Et vous y trouvez tout dans cette série W. Vous allez trouver les analyses politiques, les rapports de préfets, comment on estime la présence du Parti communiste, comment on juge qu'il y a une activité ou non de parti collaborationniste. Enfin, on va avoir dans cette série administrative W toute une série de choses. Et à la 327W, c'est le plus intéressant pour ce sujet, ce sont tous les procès. Donc vous avez tous les procès qui sont listés un par un, Cour de justice et chambre civique, et là je vous ai donné le chiffre. Vous avez 465 personnes qui ont été jugées en Corse. 101 déférées devant la Cour de justice, c'est les faits les plus graves qui vont jusqu'à la mort, quand il y a culpabilité. Et 364 personnes qui ont été déférées devant la chambre civique. Je vous dis tout de suite, il y a un tiers des personnes qui sont acquittées là. Et 2 tiers sont jugées coupables, et elles sont jugées coupables en général de dégradation, de crimes d'indignité nationale, et subissent la dégradation civique à l'issue du procès. Alors j'ai fait une étude avec un outil très intéressant, c'est une analyse factorielle des correspondances multiples. C'est très intéressant en histoire parce que lorsque vous avez un panel d'individus, vous avez 50 personnes, vous les qualifiez de toutes les caractéristiques possibles et imaginables, c'est-à-dire l'âge, le lieu de naissance, la profession, etc. Et puis, vous faites un croisement de données qui fait apparaître des groupes de personnes qui ont des caractéristiques communes. Et ça permet, comme ça, bien de faire ressortir, de qualifier en fait les gens qui ont été déférés devant ces instances. Bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail, c'est simplement pour dire que lorsqu'on étudie les procès et les groupes d'individus, quand on fait de l'histoire quantitative, on peut faire ressortir comme ça le fait qu'on va avoir, parmi les personnes inquiétées devant la chambre civique, des groupes d'étudiants. On va avoir, par exemple, quelques personnes du clergé. On peut avoir des personnes qui exercent telle profession. Voilà, c'est un outil qui permet de classifier les personnes déférées devant ces instances. Alors, de la même manière, j'ai fait un travail qui a permis de replacer sur le territoire insulaire les personnes, tout simplement. Alors, d'une part, la cartographie des jurés, c'est-à-dire que ces juridictions d'exception, elles présentent une particularité, c'est qu'elles ont besoin d'un jury populaire. En fait, on fait des listes, on a 100 personnes qui sont triées sur le volet. Ce sont des bons patriotes. Et ces jurés, ils vont participer comme dans un jury de cour d'assises au procès, et ils vont prendre parti, ils vont se prononcer et dire si oui ou non ils estiment, ils ont l'intime conviction que la personne est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. Vous voyez, on a fait donc au niveau du parquet général, on a constitué ces listes. Alors, il y avait une surveillance étroite des organisations de la résistance. Les organisations de la résistance ont validé ces listes. En tout cas, elles étaient faites sous leur supervision, de façon à ce que l'on ait bien des bons patriotes qui soient dans cette liste de 100 jurés pour l'année. Et ensuite, on va avoir un peu toutes les professions. On va avoir des femmes qui font partie de ces jurés. Alors, c'est intéressant parce que là, on est
est en amont du droit de vote des femmes. En fait, elle trouve une existence civique en amont du droit de vote qu'elle va obtenir dans quelques temps. Là, on est donc à l'automne 43, et on a donc cette cartographie qui montre que partout en Corse, eh bien, on a trouvé des jurés, alors principalement à Bastia et à Ajaccio parce qu'il y a beaucoup de population, mais donc c'est la population patriote qui va faire partie de ces jurés, de ces jurys populaires, et qui vont donner leur intime conviction au président de cour qui va ensuite prononcer le jugement. À droite, vous avez deux cartographies. Alors, bon, ce n'est pas la peine d'aller dans le détail, mais c'est la cartographie des gens qui ont été condamnés. En fait, les points rouges, c'est des femmes. Donc, il y en a très peu, parce qu'en fait, les femmes inquiétées dans le cas des procès de la collaboration, c'est à peu près 10%. C'est 90% sont des hommes. Mais en réalité, ça recoupe un peu les statistiques nationales. Ce n'est pas une particularité de l'épuration, c'est simplement le reflet d'un fonctionnement judiciaire. Et on a donc des femmes qui sont un peu inquiétées à différents endroits du territoire, et des hommes, bien majoritairement dans des zones, dans des bassins de vie, et notamment dans les villes. Et donc vous avez cette répartition qui est faite des personnes qui ont été inquiétées dans le cadre de ces juridictions. Alors, je disais tout à l'heure, pour moi, à la lumière des 400 personnes, 450 personnes inquiétées, des jugements qui sont finalement peu sévères, et je vous le dis, en fait, en Corse, on a, dans le cadre des juridictions d'exception, cour de justice, en réalité, on a une peine de mort qui sera exécutée, une seule. Il y a une personne qui a été exécutée dans le cadre de la cour de justice. Il se trouve que c'était un journaliste breton qui était engagé dans un parti collaborationniste, en l'occurrence le PPF, qui avait fait partie, qui avait été très actif dans un journal régionaliste breton. Il s'était retrouvé en Corse, et son engagement PPF lui a valu, sans doute à raison puisque c'est la justice qui a tranché, d'être jugé coupable et condamné à mort et exécuté. Donc cette exécution a lieu très rapidement puisque c'est l'un des procès de 1945 et qui aboutissent le seul à l'exécution de la personne. Alors il y a eu dans les sources, il me semble me souvenir qu'on a 3 exécutions qui ont lieu en amont dans le cadre du tribunal militaire, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre 1943, on a un tribunal militaire d'exception, tribunal militaire permanent qui s'installe en Corse, le temps qu'on puisse installer ces juridictions. Après, je vous dirai un mot du pourquoi. Et ils vont juger 60 personnes, et sur les 60, il y aura 3 exécutions de collaborateurs. Donc, bon, vous voyez l'impact mortifère des procès de l'épuration en Corse, il est assez limité. Lorsqu'on le rapporte, tout à l'heure, je vous ai dit 1500 personnes au niveau national. Pour autant, il y a des gens qui ont été condamnés à mort et dont la peine n'a pas été exécutée. De la même manière, on a des personnes qui ont été condamnées à mort par contumace. Ils étaient en fuite. Et donc, on n'a pas pu les juger, mais c'était suffisamment grave, en tout cas jugé suffisamment grave pour qu'ils soient condamnés à mort par contumace. Et on verra tout à l'heure lorsque l'on parlera du procès des irrédentistes. Donc, je vous ai parlé de tribunal militaire permanent parce que la Corse, comme elle est laboratoire, précurseur de tout ce qui va se passer après, il y a une difficulté, c'est qu'en fait, en 1943, quand la Corse se libère, ces juridictions d'exception n'existent pas. Et elles n'existeront pas avant un moment, puisque c'est le gouvernement provisoire de la République française qui crée par ordonnance du 26 juin 1944, après du 26 août 1944, et en fait il y a 200 textes législatifs et réglementaires qui sont pris par le gouvernement provisoire de la République française et qui touchent tous les domaines de l'épuration. En fait, c'est un vaste chantier juridique. Ces textes-là sont pris à l'été 1944, et le problème, c'est qu'en Corse, on veut s'occuper de l'épuration dès le mois d'octobre 1943. Et on n'a pas les instruments. On n'a pas les instruments juridiques. Donc, on va d'une part mettre un tribunal militaire permanent en fonction pour juger les choses que l'on peut juger. Et puis ensuite, vous verrez, je vous parlerai aussi de territoires d'exception parce qu'on a eu très peu d'exécutions sommaires en Corse, alors que c'est assez fantasmé, notamment de la part des autorités de Londres. On craignait ce qu'ils ont appelé une Saint-Barthélemy dans l'île. Il n'y a pas eu de Saint-Barthélemy. C'est en partie dû. Il y a deux faits qui l'expliquent. C'est d'une part
eh bien, que les Corses ont fait confiance à la justice. En fait, il y a un profond désir de justice en Corse, à la libération. Ils font confiance à la justice. Le général de Gaulle le dit de toute façon. Il y a une poignée de misérables et d'indignes dont l'État fait et fera justice. Donc la justice, c'est central. Et puis, il y a une autre explication. C'est qu'en fait, le général de Gaulle, il donne instruction à son préfet, qui arrive le 14 septembre à Ajaccio, préfet Charles Luizet, c'est un préfet de la France libre. Il lui donne pour instruction de mettre à l'abri toutes les personnalités les plus importantes de la collaboration, justement pour qu'on puisse les juger et qu'elles ne fassent pas l'objet d'exécutions sommaires éventuellement. Donc ce sont les deux explications qui militent pour que ce territoire ne fasse pas l'objet de beaucoup d'exécutions sommaires. Alors, je relativise quand même le propos, hein, c'est-à-dire que les sources ne parlent pas d'exécution sommaire, très peu. Mais vous vous doutez qu'il y a eu des endroits où il y a dû y avoir forcément des exécutions sommaires qui ne sont pas retracées dans les archives. Et ça fait partie d'une histoire méconnue qui reste à reconstruire peut-être avec des témoignages, mais on peut considérer, parce que attention, s'il y avait eu des bains de sang dans les villages, ça se saurait et la mémoire collective l'aurait gardé en mémoire et ça n'a pas été le cas. Alors ici, bon voilà, je vous ai mis comme exemple un fait divers. C'est une exécution sommaire qui a lieu à Sainte-Marie-Sichet du 9 au 10 septembre. Et en réalité, c'est on va dire un règlement de compte qui a lieu, mais qui n'a pas lieu contre des personnes, mais qui a lieu contre la maison, la maison et le commerce d'Italiens en fait qui étaient présents. Et donc voilà, ça c'est un fait, c'est une opération extrajudiciaire. Alors, ce qui a fait le plus fantasmer, en tout cas depuis la libération, parce que c'est quelque chose de véritablement sombre. Je vous le disais tout à l'heure, ce sont les femmes tondues. On a révélé par l'article de Life qu'il y en avait eu. Les sources, elles, parlent en tout cas du processus extrajudiciaire des femmes tondues. Et on a, par exemple, des tracts du Front National qui en parlent et qui disent, voilà, à la libération, vous aurez les cheveux coupés parce que vous êtes des adeptes de la collaboration italienne, en gros. Hein. On menace les femmes qui auraient fait acte de collaboration, entre guillemets, horizontale, c'est comme ça que c'est qualifié, la collaboration horizontale. Eh bien, on les menace d'être tondues à la libération. On dresse des listes et ces listes sont placardées sur des tracts du Front National. Et on a comme ça au moins 2 témoignages qui sont présents dans les archives, qui sont 2 listes complémentaires. Et on évalue là, bon, évidemment, j'ai caché tout ça, hein, mais on a une centaine de femmes qui sont identifiées hein, par leur nom, leur prénom, leur lieu de résidence. Et on dit, voilà, il faudra les punir de telle sorte. Bon, rien n'atteste que toutes ces femmes-là aient subi ce châtiment. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on se préparait à le faire. Et les photos de Life montrent qu'au moins dans certains cas, on est allé jusqu'au bout de la menace. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, parce que le reste, ce ne sont que des conjectures. Hein. Alors, j'ai repris l'article de Life, je vous parlais de cette photo. En fait, il y en a 14. Hein. C'est un journaliste américain qui fait cet article et qui montre, donc, il est titré, cet article, « Corsicans punish traitorous women ». Donc, voilà, on est censé punir les femmes qui ont trahi. Et souvent, alors, c'est à la fois de la collaboration horizontale et puis un engagement plus ou moins proche avec les Italiens ou avec les Allemands, puisqu'il y avait quelques Allemands sur le territoire insulaire pendant l'occupation. Donc ce fait, il a été largement repris par Paul Filippi dans son documentaire. Alors, je voulais quand même vous montrer un témoignage qui était assez intéressant à écouter, parce que Paul Filippi, il est allé questionner des anciens. Il est allé questionner des anciens sur le sujet. Et là, on a des témoignages oraux qui sont quand même intéressants. Alors, on a d'abord la vidéo de ce tract que je viens de vous montrer. Pendant l'occupation génoise, les jeunes filles avortées avaient fait vœu de ne pas se marier
pour donner le jour à des esclaves. Aujourd'hui, on dit couramment en Italie que les femmes corses sont faciles et se vendent pour une paire de bas. C'était en partie vrai. Devant cette indignité et pour stigmatiser ce manque de pudeur, le Front National de lutte pour l'indépendance de la France a décidé que toute femme qui s'affichera ou sera convaincue d'entretenir des relations avec un Lucquois sera publiquement dénoncée à la population, aura les cheveux coupés, sera fouettée sur une place publique. Ce document vient du Front National de lutte pour l'indépendance de la France. Voilà, donc vous voyez, on a là l'annonce par le Front National, donc qui est le principal mouvement de résistance qui unit les différents réseaux sur l'île. Et on a cette menace qui est affichée et qui va très certainement être mise à exécution, au moins dans certains cas. Et là, on a un autre petit documentaire qui est intéressant. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui a vécu les choses. Un camion avec beaucoup de femmes d'Ajaccio, enfin plusieurs, qui étaient rasées. Et les Corses les faisaient défiler pour qu'on les voie. Je ne pouvais pas comprendre que c'était une punition qu'on lui infligeait. Pas possible. Les gens plus âgés que moi comprenaient. Celui qui conduisait, il y avait un haut-parleur, ils expliquaient, mais nous, enfants, on ne pouvait pas comprendre. On voyait que des gens rasés, ça. Ça, je m'en souviens. Il y en a eu pas mal. Hein. Mais à la gare, je sais qu'il y en a eu quelques-unes qui ont été tendues. Hein. Elles ont toutes été tendues en même temps. Mon père, il était revenu il était chauffeur du capitaine de la Loire. Et un jour, il vient, il riait. Alors ma grand-mère lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une fiesta, il ne dit pas une fiesta, comment il avait dit, à la gare, ils avaient toutes mises comme ça sur le truc, ils avaient toutes tendues en même temps, et toutes à poil, devant tout le monde. Ma hanno quelle storie, tutti hanno quei furbici che tondono e bevono il montone. Vanno a bere come gli italiani, no? Certo, l'hanno ancora, ils ont été même blessés, parce que, vous savez, ils ne faisaient pas attention, hein, que vous, mais ils les ont traités comme ils traitaient les animaux, hein. Et encore, peut-être avec même plus de violence que de tendre une brebis, hein. Voilà, ça me paraissait important de vous montrer ces deux archives. Il y en a d'autres, des archives filmées de Paul Philippe. Ce qui est intéressant, c'est là, ce qu'on ressent, c'est de la violence. Il y a véritablement de la violence qui a été dirigée contre ces femmes qui n'ont pas été jugées. On les a jugées coupables d'office. Donc ces femmes subissent un traumatisme. Ce traumatisme subi sur l'instant va perdurer pendant des dizaines d'années, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'a retenu la mémoire collective comme étant la chose la plus violente. Alors vous me direz, la mort, c'est encore plus violent. Mais pour autant, ces femmes-là ont été marquées à vie d'un engagement ou pas, d'une chose grave ou moins grave. Parfois, ça n'était que pour une relation amoureuse. Mais pour autant, il y a eu cette violence dirigée extrajudiciaire. Et ça fait partie de ce que l'on a appelé, entre parenthèses, ce terme d'épuration sauvage. Alors les historiens sont très frileux sur le terme d'épuration sauvage, parce qu'ils disent à chaque fois, attention, il faut mesurer ce qu'ont vécu les collaborateurs à la Libération, et puis ce qu'ont vécu des centaines de milliers de Français de la part des autorités de Vichy et de l'occupant, avec des choses qui étaient sans doute plus sauvages. Mais bon, pour autant, là, on a véritablement des actes de violence extrajudiciaire qui font qu'il fallait que ce soit maîtrisé et qu'on passe à autre chose, qu'on revienne au droit. Et c'est pour ça qu'on a créé ces institutions, ces juridictions d'exception, que sont les juridictions de l'épuration, à travers la Cour de justice, la Haute Cour de justice et la Chambre civique. Donc, je viens maintenant sur cette volonté. On va aboutir, donc je vous le disais, à partir de 1945. Alors, il faut savoir
qu'à partir du moment où la Corse se libère, et dès le 9 septembre, dès que le comité de préfecture prend le pouvoir sur le préfet Pelletier à Ajaccio, eh bien, le comité de préfecture qui est constitué de résistants, alors à la fois communistes et à la fois de la France libre, on va avoir Paulin Colonna d'Istria, on va avoir Henri Maillot, mais on va aussi avoir Arthur Giovogne, et donc plusieurs personnes qui prennent en charge le pouvoir sur l'île préfectorale en attendant l'arrivée du nouveau préfet, qui s'empressera de reprendre le pouvoir préfectoral à partir du 14 septembre. Mais dès le 9 septembre, dès le 10 septembre, le Patriote sort avec, ça y est, la Corse se libère, et vite, nous allons épurer le territoire. Et c'est pour cette raison qu'assez rapidement, on va avoir dans l'île la visite le 1er octobre 1943 d'André Philippe, le commissaire à l'intérieur, qui va installer en Corse une commission d'épuration qui va être chargée de collationner toutes les plaintes pour collaboration afin de monter des dossiers d'épuration. Et bien cette commission d'épuration qui va travailler en préfecture avec des fonctionnaires dédiés, avec l'appui des organisations de la résistance, qui vont fournir les listes, parce qu'en fait le Front National avait demandé à partir du mois d'août 1943 d'établir des listes détaillées des collaborateurs qui se trouvaient dans chaque village, dans chaque commune. Et bien ces listes-là vont permettre de dresser des listes à nouveau par la commission d'épuration et d'arrêter les personnes. Il faut savoir qu'entre le mois de septembre et le mois de novembre 1943, on a plus de 200 personnes qui sont arrêtées dans l'île et qui vont être mises sous les verrous. On s'empare le plus rapidement possible des collaborateurs afin de pouvoir les juger et d'éviter ce que je vous ai dit tout à l'heure, les exécutions sommaires, parce qu'on veut pouvoir faire des exemples de justice. Alors, l'essentiel des arrestations a lieu pendant ces 2 premiers mois, beaucoup dès le 9 septembre. J'ai fait un graphique qui montre l'évolution de ces arrestations et la mise sous écrou de ces personnes. Il faut savoir que dès l'arrivée du préfet Luizet, en fait, il va y avoir une idée, c'est à la demande de la France libre, c'est de déporter vers l'Afrique du Nord, dans des centres de séjour surveillés. On va les interner en fait. On va inventer l'internement administratif et on va mettre une centaine de personnes, en général les plus en vue, à l'abri en attendant de pouvoir les juger. Voilà. Il y a des gens qui vont rester longtemps dans ces centres de séjour surveillés, puisque les personnes arrêtées en 1943, il y en a qui seront jugées en 1946. Donc ça fait un certain temps sous le soleil. On a, bon ça je vais passer, on a un vocabulaire en fait que l'on retrouve souvent dans les procès de l'épuration et dans la presse. Je vous ai parlé d'un morceau d'île épargné. Je vous ai dit la Corse elle a été épargnée, il y a eu finalement peu de gens arrêtés, peu de gens condamnés, un collaborateur exécuté. On aurait tendance à penser que finalement, eh bien, ça a été un territoire à l'abri de tout, de toute la violence qui a pu se déchaîner pendant l'épuration. Et de la même manière, on peut penser qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Pour autant, j'ai voulu retracer dans la thèse ce que j'ai appelé le portrait d'une Corse en noir. C'est-à-dire qu'on a sur l'île également une part d'ombre à étudier. Et on a eu comme ça plusieurs thématiques qui ont fait l'objet de procès. Alors, je vais aller un peu plus vite sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a d'une part l'épuration dirigée contre Vichy et ses représentants. Et vous avez 2 choses importantes à souligner en Corse. C'est d'une part que lorsqu'on a installé Vichy sur l'île comme ailleurs, à partir des pleins pouvoirs donnés au maréchal Pétain le 10 juillet 1940,
eh bien, les instances de Vichy vont s'installer. Alors, il va y avoir une épuration dirigée contre les communes, contre les dirigeants des communes. Les maires vont être renouvelés par des délégations spéciales. Vichy, finalement, met la main sur tout le fonctionnement administratif. Je passe sur ce que vous connaissez par ailleurs, en 40 et 41, les 2 statuts des Juifs. Et on va avoir comme ça une répression organisée par Vichy contre un fonctionnement administratif, et qui va être ce fonctionnement de Vichy appuyé par la Légion française des combattants. La Légion française des combattants, c'est un mouvement d'anciens combattants qui existe partout en France et qui est particulièrement représenté à Nice avec Joseph Darnan, mais qui en Corse a une section qui est très importante. On a 20 000 adhérents à la Légion française des combattants, et donc Vichy va se mettre en œuvre. Il faut savoir que la Légion française des combattants, c'est un mouvement qui, même s'il n'est pas poursuivi dans le cadre de l'épuration et des procès, c'est un mouvement qui est d'une part antisémite et d'autre part antimaçonnique. Ces 2 catégories de la population vont faire l'objet de persécutions avérées partout, et la Légion française des combattants soutiendra, en tout cas appuiera la politique de Vichy. Mais en tant que telle, la Légion française des combattants, et dans l'île on a un représentant qui est désigné par Vichy pour ça, eh bien cette Légion française des combattants va accompagner Vichy, mais ça n'est pas elle qui va être la plus active dans la propagande antisémite. En réalité, dès 1941 et en 1942, on va avoir une propagande très active du PPF. Il y a environ 200 personnes sur l'île qui font partie du PPF de Jacques Doriot, et qui vise les Juifs et qui, vous le voyez, ne fait pas dans le détail sur la propagande. Ça, c'est un tract qui a été placardé à Ajaccio le 24 juillet 1941 et qui a été attribué au PPF. On a pas mal d'autres exemples. Donc, l'antisémitisme, il n'est pas... alors, la Corse a eu un événement particulier, mais l'antisémitisme, pour autant, n'a pas été absent de l'île à l'initiative des militants les plus virulents des partis collaborationnistes. Je fais une incise là-dessus, en disant quand même qu'on a eu la chance sur l'île d'avoir une population juive qui a été plutôt épargnée, parce que, déjà la communauté n'était pas très grande, elle n'était pas très grande, elle ne faisait pas l'objet de stigmatisation hormis par les personnes les plus engagées, et surtout, on a eu un préfet, Paul Ballet, préfet de Vichy, qui ne s'est pas empressé d'être très proactif sur les directives de Vichy. Ça lui sera d'ailleurs reproché. Mais par ailleurs, on a aussi, dans le corps de la préfectorale, des sous-préfets qui ont été particulièrement engagés dans la protection des Juifs, en lien avec la population locale, puisqu'en fait, certains seront mis à l'abri par des familles dans différentes micro-régions de Corse. Mais on a le cas, par exemple, du sous-préfet de Bastia, Pierre-Henri Rix, qui était un agent de Londres, préfet de Vichy, sous-préfet de Vichy, mais agent de Londres, et qui a, en fait, par exemple, lorsqu'il y a eu le consul de Turquie qui est venu en Corse, s'est arrangé avec lui pour fournir des faux papiers aux Juifs qui sont tout à coup devenus des citoyens turcs et qui, comme ça, ont permis de préserver cette population. Et alors, la chose dont il faut se souvenir, c'est qu'il y a quand même eu un centre d'internement, un internement dans la commune d'Ascaux, avec donc des Juifs qui étaient soumis à l'internement et donc n'avaient pas de liberté de circulation, et la population locale qui a été active dans la fourniture de denrées. Et donc voilà, on peut quand même dire qu'on a ces 2 volets. D'une part, un antisémitisme réel, présent, marginal en nombre de personnes impliquées, et par ailleurs une communauté relativement épargnée de tous les malheurs que l'on peut voir ailleurs sur le territoire. Et dans mon étude, j'ai fait une étude comparative en fait, c'est-à-dire que l'histoire, c'est bien d'étudier un territoire, mais il faut toujours le comparer à autre chose. Et lorsque vous vous intéressez à la Corse, que vous regardez ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, vous comprenez que dans les Alpes-Maritimes, ça a été terrible.
hein. Je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas eu d'horreur, hein, mais lorsque l'on parle, ne serait-ce que de l'arrestation de Simone Veil et de sa famille à Nice, on comprend tout ce qu'a pu subir ce département et le caractère relativement épargné de l'île. Alors, ça va générer des procès, hein. Alors, le procès du PPF, de procès de femmes engagées. Ici, l'épouse du colonel Cristofini, le chef de la phalange africaine, qui, lui, sera jugé coupable. Bon, la phalange africaine, c'était une unité qui combattait avec les Allemands en Afrique du Nord. Il était notoirement dans les troupes allemandes, hein. Il est jugé coupable et exécuté à Alger, hein, très rapidement. Sa femme, elle, sera inquiétée pour son admiration pour l'Italie, pour des propos qu'elle aurait écrits. Et bien finalement, à l'arrivée, les pièces de procédure font qu'elle est acquittée. Donc vous voyez, c'est toute la relativité qu'il faut mettre dans ces procès, hein. Faire très très attention et ne pas juger acquis les faits présumés, hein. Je voudrais vous parler, au-delà de l'épuration de Vichy, de l'épuration des collaborateurs avec l'Allemagne. Là, c'est à l'écran, vous avez donc le journaliste breton dont je vous parlais tout à l'heure, hein. C'est le seul qui a été exécuté en Corse. Donc c'est un des premiers procès, hein. La Cour de justice commence à tenir ses procès au mois de mars 1945. Ça, c'est juillet 1945, coupable, exécuté. Et ensuite, on a la collaboration avec l'Allemagne qui est intéressante, puisqu'en fait, on a une antenne allemande DSS, du renseignement de la police secrète allemande, qui est installée à Ajaccio, avec des officiers, hein, qui sont là pour faire fonctionner une station de radio et d'espionnage qui serait là pour donner des renseignements à l'Allemagne en cas de débarquement allié. Eh bien, vous avez des militants du PPF qui sont recrutés à Paris, qui sont acheminés en Corse, qui font le trajet en train jusqu'à Ajaccio, qui s'installent, qui commencent à travailler pour les Allemands, hein. Bon, tout ça n'est pas très opérationnel. Finalement, ils sont identifiés parce qu'ils tiennent des réunions en ville, ils sont reconnus. Bon, on sait très bien qu'on arrive facilement à voir les gens de manière récurrente en ville, et ces gens-là, bon, sont arrêtés et sont jugés dans le cadre de la Cour de justice. Donc ça, c'était la collaboration Vichy et l'Allemagne. Je voudrais parler d'un autre type d'épuration, c'est l'épuration économique. L'épuration économique, c'est quelque chose qui a été étudié, mais moins bien étudié au plan national. En Corse, là aussi, laboratoire de l'épuration, comme ça a été le laboratoire de la libération. En Corse, on a engagé des procédures pour punir ce qu'on appelait les accapareurs. Alors vous savez que la situation de la Corse, en fait, elle est très très difficile au niveau économique pendant l'occupation et après. Même à la libération, le ravitaillement est très défaillant. Les gens ont faim, manquent de tout. Le préfet s'en inquiète, y compris à la libération, hein, parce qu'en fait, ça menace l'ordre public, hein, et donc la population a besoin d'être ravitaillée. D'ailleurs, encore sous l'occupation, le 22 et 23 mars 1943 à Bastia, vous avez eu des émeutes, hein, les manifestations des casseroles. Ce sont des ménagères qui vont dans les rues et qui protestent contre l'augmentation en fait du prix du pain, en fait, hein, ou la diminution de la ration de pain en tout cas. Et donc cette situation économique, elle est très précaire et elle est due à un marché noir. Alors il y a eu un article américain qui titre « La Corse, premier marché noir d'Europe ». Parce que c'est un territoire sur lequel il y a eu énormément de marchés noirs dus à la présence italienne. Les forces italiennes avaient une capacité d'achat énorme parce qu'ils touchaient énormément d'argent pour leur occupation et ils ont fait ainsi monter les prix. Et on a une inflation galopante qui a lieu en Corse pendant l'occupation. Et tout ça fait que des gens sont jugés comme accapareurs parce qu'ils ont refusé de vendre à des Corses, parce qu'ils ont préféré vendre à l'occupant italien ou qu'ils ont vendu à des prix prohibitifs. Et bon, tout ça sera évidemment dénoncé par le Comité français de libération nationale et puis après le GPRF.
Et les autorités de la France libre vont inventer quelque chose d'assez intéressant. C'est une épuration technique en fait. Ils vont démonétiser le franc en Corse. C'est-à-dire qu'ils vont produire une ordonnance le 2 octobre 1943, une ordonnance monétaire. Il y a un inspecteur des finances qui travaille là-dessus et qui dit c'est simple, en fait il y a tellement d'argent en circulation et les gens ont tellement mis d'argent sous le matelas, eh bien on va faire en sorte que tout cet argent ne vale plus rien. Et ça va dégonfler la masse monétaire. On va injecter dans le circuit économique de nouvelles coupures qui seront des coupures de la Banque de l'Algérie avec une surcharge trésor. Et les gens ne pourront obtenir ces coupures qu'en échange des autres. Et comme ça, on va faire baisser le prix des denrées et on va rétablir un niveau économique acceptable. Ça marchera moyennement. Voilà, ça marchera un peu, mais moyennement. Mais vous voyez, c'est une épuration technique et économique qui est très intéressante, puisque là encore, la Corse est laboratoire, laboratoire de l'épuration. L'autre méthode plus radicale, c'est de faire des procès, et donc on va avoir des gens qui vont être punis pour des faits de collaboration. Voilà. L'autre sujet sur lequel je voulais insister, parce que ça a été le procès politique le plus emblématique de Corse en termes d'épuration. C'est-à-dire, les Corses avaient deux préoccupations. Un, manger à leur faim, et donc ils ont donné à l'épuration économique une importance majeure. Et l'autre sujet qui les intéressait particulièrement, c'était en fait ce qui avait nourri leur italophobie avant l'occupation italienne. Ils avaient très peur, on avait très peur en Corse d'être envahis et annexés par les Italiens. Et à la Libération, on va s'intéresser particulièrement à ceux qui sont supposés avoir collaboré avec l'Italie fasciste. C'est ce qu'on a appelé le procès des irrédentistes. Alors les irrédentistes, en fait, c'est ce que l'on a assimilé comme étant un courant de militants d'origine corse qui auraient repris les idées de l'Italie fasciste, qui avaient des revendications annexionnistes sur les territoires de la Corse, de Nice, de la Savoie. Et donc, autant l'Italie a tout fait pour que ça aille dans ce sens-là. Et on a d'ailleurs une revue Corsica Antica et Moderna qui va produire beaucoup d'articles sur la situation précaire de la Corse. La Corse est abandonnée par la France, vous voyez, les infrastructures ne sont pas entretenues, la main-d'œuvre est insuffisante pour faire face aux besoins économiques de la population. Il va y avoir un discrédit jeté contre les autorités de la Troisième République avant l'entrée en guerre, et bien vous avez des Corses, un groupe de militants qui va plus ou moins adhérer à cette mouvance irrédentiste qui se rapprocherait de l'Italie on va dire, par tradition. Il y a cette affinité avec la culture italienne, la culture commune, la langue qui est finalement plus ou moins on se comprend, et donc il va y avoir de la part de certains cette tendance à aller vers l'Italie. Mais à la Libération, la résistance du Front National et particulièrement la résistance communiste va saisir l'opportunité des procès de l'épuration pour dire que tous ceux qui ont eu un versant pour l'Italie sont finalement des collaborateurs de l'Italie fasciste. Et c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'on a eu certes des personnes qui ont été attirées par l'Italie fasciste, et vous avez en bas à droite un militant, Marco Angeli, qui lui était authentiquement dirigé vers l'Italie fasciste, mais vous avez également des régionalistes qui étaient versés vers le régionalisme et l'autonomisme dans les années 20, avec un parti corse d'action et après un parti corse autonomiste, et qui là n'étaient pas du tout versé vers le rapprochement avec l'Italie fasciste. C'était véritablement une démarche régionaliste et autonomiste. Mais il est vrai que en 1946, lorsque se tient ce procès des irrédentistes, où on a quand même 14 inculpés et on va avoir 5 peines de mort prononcées, dont certaines par contumace, je dirais qu'on a là l'occasion pour
finalement régler les comptes, de faire un panier complet de l'ensemble des militants, quelle que soit l'importance de leur implication, et on fera un amalgame de bien des prises de position. Voilà, vous avez à l'écran, c'est intéressant, hein, c'est un tableau qui est à Ajaccio Musée Fesch et qui montre le journal à Mouvres, qui fera l'objet de la cible des critiques, hein, avec son directeur Petru qui lui sera inquiété, jugé, condamné, et qui pour autant sera en 1953 blanchi de tout cela. Hein. Mais peut-être vous aurez une question tout à l'heure sur ce sujet. Voilà, je voulais ensuite venir pour attaquer la dernière partie de la démonstration sur un bilan contrasté. C'est-à-dire, je vous ai dit, la Corse, c'était un morceau épargné, la Corse en blanc. La Corse, elle a son morceau de Corse en noir parce qu'elle a des personnes qui ont eu véritablement un comportement indigne, que ce soit au titre de la collaboration avec l'Italie, avec l'Allemagne, une collaboration économique, des militants qui sont allés vers l'Italie fasciste malgré tout, donc une Corse en noir, mais en réalité une Corse nuancée parce que vous allez voir après-guerre, eh bien, des procès qui vont se tenir parfois avec difficulté. Vous avez un très fort absentéisme dans les juridictions d'exception. Les jurés ne veulent pas venir. Alors, ils sont pourtant des bons patriotes, ils font partie de la liste des jurés validés par les mouvements de la résistance, hein. Mais pour autant, ils ne veulent pas venir témoigner et on a beaucoup d'attestations médicales, hein, dans les archives qui montrent que l'absentéisme est très important. De la même manière, on va avoir une réaction populaire. On ne comprend pas pourquoi des personnes sont acquittées. Vous savez, c'est toute la limite qu'il y a entre le désir de justice et la justice effective. Hein. Vous pensez que la personne est coupable, mais on ne juge qu'à partir des faits et des pièces de procédure. Et si ça n'est pas probant, eh bien les gens ne sont pas condamnés. Et on va avoir donc des manifestations qui s'élèvent contre des acquittements. Le Patriote, le 3 juillet 1946, contre les acquittements, le scandale des acquittements des traîtres et collaborateurs, appel à manifestation. De la même manière, on ne comprend pas, alors là c'est un préfet corse, mais il n'est pas en Corse, hein. Il était préfet à Lyon, le préfet Angeli, il a été condamné à mort et puis après finalement la peine a été commuée, il a été rejugé et on ne comprend pas pourquoi des préfets engagés dans Vichy arrivent à s'en sortir. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai appelé, d'une part, j'ai dit la population, la justice exonère et la population pardonne. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que la France libre et De Gaulle ont la nécessité de remettre en ordre le pays avec une ordonnance qui sort dès le 9 août 1944 et qui dit que c'est la restauration républicaine qui doit s'imposer. Hein. Donc il faut que les administrations fonctionnent et on va punir les gens qui sont les plus emblématiquement responsables, mais les autres, on va les exonérer. Il faut arriver à faire fonctionner le pays. Donc on va avoir comme ça, j'ai fait une étude entre les personnes qui ont été révoquées, déplacées, rétrogradées, internées. Enfin, donc vous avez comme ça des gens qui sont plus ou moins tenus pour responsables. Il y a des gens qui font faire l'objet de procès sérieux, hein, mais on a comme ça, en fait, il va y avoir de la tempérance sur les procès. Et donc je continue, hein, sur le retournement de l'opinion. Hein. Ici, vous avez le Parti communiste appelle, hein, et alerte des retournements de situation sur le procès, dans le cadre des procès de la presse, la Dépêche Corse, avec un acquittement. Bon, il faut savoir que la plupart des journaux qui sont inquiétés dans le cadre de l'épuration de la presse, la plupart sont acquittés. Hein. Voilà. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est le temps qui court et le fait que la mémoire, petit à petit, la mémoire s'efface. Et en tout cas, efface les faits. Et là, vous avez la photo à Île-Rousse des obsèques du responsable pour la Corse de la Légion française des combattants. Et vous voyez, quand il meurt en 1961 à l'Île-Rousse, il y a un cortège funèbre qui est formé avec des parachutistes de part et d'autre. Et il est accompagné vers sa dernière demeure. Et on voit bien que là, on est à une autre époque. Hein. Ce sont les obsèques du colonel Mondielli.
bon, qui avait une part de responsabilité avec son engagement dans la Légion française des combattants. Bon, à un moment donné condamné et puis après complètement blanchi et l'histoire est passée. De la même manière, c'est un personnage qui est beaucoup plus sombre, qui n'a rien à voir. On parle de Simon Sabiane. Simon Sabiane qui était le responsable PPF pour toute la région à Marseille et qui lui était condamné à mort mais a réussi à s'enfuir. Il est mort beaucoup plus tard, en 1956, et il a été inhumé en 1956 dans son village natal, à Casamacciol, et là aussi l'histoire est passée, le temps fait son œuvre. Voilà, donc moi, en conclusion, j'ai envie de vous dire... c'est une phrase de Ursule Terramort que j'avais bien aimée. Ursule Terramort, c'est une avocate qui a été la première femme, de mémoire, la première femme bâtonnier en Corse. Elle est arrivée, elle a commencé à exercer sa profession d'avocat en 1945. Elle avait fait ses études à Lyon et donc elle a plaidé dans le cadre des procès de l'épuration. Elle a plaidé dans plusieurs, notamment dans le procès des irrédentistes, mais aussi pour une dame qui était condamnée, qui était inculpée pour collaboration horizontale. Et donc, elle disait, oui, le pardon, mais le pardon vient après la justice. Donc, il fallait qu'il y ait la justice. Le général de Gaulle le dit, la justice devait passer, elle passa. Mais après, avec toute la relativité dont on a pu parler auparavant. Alors, l'opinion sur l'épuration en Corse. Bon, aujourd'hui, ce que l'on retient globalement sur l'île, c'est que toute l'île était rassemblée autour de la résistance insulaire, insurrection patriotique, et on a un peu oublié finalement ce côté sombre. J'ai dit les archives parlent, puisque, bien, vous l'avez vu, factuellement, on a pas mal de choses et on a l'image d'une île fracturée à la Libération, avec 500 personnes là, qui sont véritablement visées pour leur engagement aux côtés de la collaboration ou pas. Et le procédé épuratoire qui a bien eu lieu en Corse comme ailleurs. Je vous ai dit, quand j'ai interrogé les personnes, on m'a dit bon, non, l'épuration, il n'y a pas eu en Corse. Ben, si, l'épuration est passée en Corse comme ailleurs. Elle a puni quand c'était jugé nécessaire et elle a exonéré lorsque la justice l'a estimé normal. Et enfin, je dis la poursuite de la recherche. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur ce sujet, et notamment ce qui serait intéressant, parce que on s'aperçoit que dans l'île, la politique a repris ses droits très rapidement après-guerre autour du fonctionnement clanique entre les partis traditionnels dans l'île, avec une montée en puissance du Parti communiste et une reprise en puissance du Parti gaulliste autour de la 4e République. Il serait intéressant de faire une cartographie politique interfamiliale dans l'île, de prendre un petit peu sur le temps long l'histoire d'un village et voir comment s'est passé le flambeau politique d'une période à l'autre. Enfin, il y a beaucoup de choses à investiguer. Les archives, à titre d'exemple, moi j'ai fait 60 000 clichés dans les archives et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir, même si je les ai parcourues, mais il y a beaucoup de champs à investiguer. La dernière photo, c'est une photo hommage de maître Ursule Terramort, qui aurait eu 100 ans l'année dernière. Elle est morte en 2022. Et bon, voilà, elle a fait un témoignage oral de son action dans l'épuration. Et je pense que c'est une personnalité dont l'île se souviendra, en tout cas pour la postérité. Je vous remercie. Puis si vous avez des questions, je veux bien essayer d'y répondre. Volti patrioti, valori a Cristà, un sogno cittadella, un vuli a stanciare.